Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient et dans cette vidéo, je vais répondre à trois questions intéressantes qu'on me pose souvent et je me dis qu'au lieu à chaque fois de répondre à la personne ou aux personnes en question, je pense que tout le monde peut en profiter. Donc voilà, j'ai ma petite feuille où j'ai noté les questions et quelques éléments de réponse. Du coup, je vais osciller à chaque fois entre ma feuille et la caméra tout au long de la vidéo. Ça marche? Alors déjà, je vais vous présenter les trois questions. Alors la première question concerne les étirements. S'il faut les faire avec ou sans échauffement, plutôt le matin ou le soir, est-ce que c'est bien de les faire avant le sport, après le sport, finalement, qu'est-ce que ça nous permet de nous étirer? Ça, c'est la première question. La deuxième question concerne les grands écarts. Quels sont les mouvements à faire pour débloquer les grands écarts? Et la troisième question, c'est quels sont les mouvements de base, les mouvements de base en mouvement, enfin comment commencer son travail de mouvement. Et en fait, j'ai déjà répondu à toutes ces questions au fur et à mesure de plusieurs vidéos. Je me suis dit que j'allais regrouper un peu ces informations et que ça pourrait vous apporter des informations intéressantes. Voilà. Alors du coup, concernant les étirements, la première question c'était du coup avec ou sans échauffement. Et en fait, quelque chose que j'ai répété au fur et à mesure de cette vidéo, c'est que ça dépend de quel type d'étirement on parle. Est-ce qu'on parle d'étirements qui sont statiques? Est-ce qu'on parle, c'est-à-dire par exemple, je vais m'asseoir et tenir mes pieds pendant plus longtemps en tirant sur mes ischios? Est-ce qu'on parle de mouvements statiques? Est-ce qu'on parle de mouvements peut-être dynamiques, comme le fait de faire des battements par exemple avec ses jambes, balancer la jambe en avant par exemple, qui va aussi étirer les ischios, mais pas du tout de la même manière? Ou est-ce qu'on parle peut-être d'étirements progressifs chargés, c'est-à-dire comme les Jefferson Curl, où là aussi vous allez tirer vos ischios, mais on n'a pas du tout le même étirement. Du coup, là déjà, je vous ai montré trois différentes manières de s'étirer, mais qui ne vont pas du tout étirer les muscles de cette manière, et du coup, en fonction de ces étirements, je ne vais pas donner les mêmes réponses. Et pour chaque type d'étirement, il y a différentes méthodologies pour les étirer. Par exemple, le contracter, relâcher, ce genre de choses. Du coup, c'est des choses à prendre en compte. Du coup, est-ce qu'il faut s'échauffer avant les étirements? J'ai envie de dire que ça dépend. Imaginons si vous faites des étirements statiques, même si c'est pas forcément quelque chose que je conseille, à part peut-être juste pour des bienfaits de santé, retirer quelques tensions musculaires, ce genre de choses, à ce moment-là c'est intéressant. Mais du coup, imaginons que vous faites des étirements statiques, vaut mieux, enfin, vous n'êtes pas obligé de vous échauffer dans la mesure où, logiquement, si vous n'êtes pas échauffé, vous allez être plus raide et du coup, vous allez pouvoir travailler avec moins d'amplitude, ce qui va être bien vu que vous allez travailler avec plus de résistance et du coup, par la suite, vous allez avoir de meilleures modifications et vous allez par la suite gagner plus de souplesse. Mais si vous faites ces étirements réellement pour gagner de la souplesse, alors je dirais que les étirements passifs traditionnels, c'est pas forcément la meilleure chose à faire. La même chose concernant les étirements le matin. Si on les fait le matin ou le soir, ce qui est bien avec le matin, c'est que comme pour les étirements sans échauffement, on est plus raide. Du coup, ça peut être quelque chose d'intéressant, mais dans les deux cas, on va aussi davantage augmenter notre risque de blessure. Du coup, ma réponse est, ça dépend de vos objectifs, de ce que vous voulez faire et des risques que vous voulez prendre. Moi, de manière générale, je m'échauffe toujours avant mes étirements, surtout que moi, je mêle travail de force et travail d'étirement, notamment à travers les étirements progressifs chargés, desquels j'ai déjà beaucoup parlé sur ma chaîne. Du coup, c'est pour l'échauffement. Matin ou soir, du coup, en soi, on s'en fiche du moment où vous le faites dans la journée. La seule chose qui est différente par rapport au matin, c'est, comme je l'ai dit, que vous êtes plus raide. Avant ou après un sport, là aussi, ça va dépendre du type d'étirement. Parce que par exemple, ce qu'on dit souvent, c'est que faire des étirements avant une pratique sportive, on va dire, c'est mauvais parce que ça va baisser vos performances. Et oui et non. Pourquoi je dis oui et non? Oui, parce que c'est le cas, mais non dans la mesure où la plupart des gens ou des coachs qui parlent de ce fait sur internet, ils se basent sur une étude qui a été faite sur des étirements qui sont excessivement longs. Du coup, bien sûr, si vous étirez, je me souviens plus maintenant de combien c'était, mais peut-être genre 10 minutes, 15 minutes, un truc comme ça. Du coup, bien sûr, si vous étirez aussi longtemps, ça va avoir un impact négatif sur vos performances. Après, bien sûr, si vous étirez juste un peu, il n'y aura pas vraiment d'impact négatif. Peut-être juste sur le court terme, imaginons, vous étirez pendant 3 minutes, les ischios, après vous tapez un sprint. Bien sûr, c'est une mauvaise idée. En parlant d'étirement traditionnel, statique, classique, on va dire, ça va être une mauvaise idée. Cependant, si vous faites ces étirements et que vous attendez, je sais pas, 15-20 minutes,
eh ben, ça va plus du tout être la même chose. Certes, il y aura encore des effets, mais plus tellement que ça, vu qu'après, le corps va revenir à un niveau normal de souplesse, entre guillemets. Mais bien sûr, c'est pas quelque chose que je conseillerais avant une séance de sport. Si on parle d'étirements statiques classiques, maintenant, si on parle d'étirements dynamiques ou des battements, là, ça peut être intéressant dans certains sports. Et du coup, ça peut être intéressant. Si on parle d'étirement progressif chargé, ben, c'est comme une séance de force normale. Du coup, est-ce que vous placeriez votre séance de force avant un autre sport? Ça, c'est à vous de décider. Ça va prendre de l'énergie. Cette énergie, vous allez l'utiliser là, vous n'allez pas pouvoir l'utiliser pour autre chose. Du coup, voilà. Mais ça, c'est déjà pour vous donner des éléments de réponse. Après le sport, là aussi, ça va dépendre. Euh, Est-ce que vous pouvez faire des étirements progressifs chargés après un sport? Bien sûr, vu que ça va être que comme du travail de force, sauf que vous allez rajouter la souplesse, mais ça va être la même chose. Par contre, si maintenant on parle d'étirements statiques classiques, ou des battements, ou ce genre de choses, notamment vous essayez de gagner beaucoup d'amplitude, et ben ça va être mauvais par exemple après une séance de musculation, parce que vous allez accumuler beaucoup de traumatismes au niveau de ces muscles, et c'est comme faire un petit trou dans un élastique, et après lorsqu'on l'étire, et ben ce trou s'agrandit et se pète. Du coup c'est la même chose avec les muscles. Du coup faire des étirements, on essaie de gagner beaucoup en amplitude de manière très statique, c'est pas forcément la meilleure chose à faire après une séance de muscu. Néanmoins, si on met ça du travail de force, là c'est totalement différent. Du coup, là encore, tout dépend du type d'étirement et tout dépend de vos objectifs, de ce que vous voulez réellement faire. Du coup, ça c'était le troisième point. Le quatrième point et dernier point de cette question, c'est concernant les objectifs. Du coup, les étirements, ça peut avoir un effet prophylactique, c'est-à-dire de réduction des blessures, mais là, ça va dépendre de comment vous allez les faire et, euh, et si vous avez réellement besoin de les faire. Si vous manquez pas, je sais pas, par exemple de souplesse ou de mobilité au niveau du biceps, et ben étirer davantage le biceps, ça va rien changer du tout. C'est pas une recette miracle que vous pouvez faire pour avoir moins de blessures. Néanmoins, si vous êtes quelqu'un qui est très tendu, et ben là, ça va être très très intéressant de faire des étirements. Du coup, là aussi, ça va dépendre. Moi, je préfère faire des étirements, par exemple, statiques, traditionnels, juste après une séance, pas en cherchant à gagner de l'amplitude, juste un peu, remettre le muscle dans sa position d'origine, entre guillemets, enfin dans sa longueur d'origine, et j'utilise bien avec des guillemets. Ça peut être intéressant. Euh, voilà, après, si vous avez un objectif où vous voulez réellement gagner de l'amplitude, là, il vaudra mieux privilégier les étirements progressifs chargés, utiliser des méthodes de contracté relâché, que vous pouvez aussi utiliser avec des méthodes d'étirement classiques, même si ce n'est pas forcément ce que je conseille, vu que, comme vous le savez, les étirements progressifs chargés, c'est ce que je préfère, et j'ai de très bons résultats avec ce type d'étirement, et les personnes avec qui je travaille, eux aussi. Donc voilà. Voilà pour les étirements. Concernant les grands écarts, alors on va commencer par le grand écart facial. Ouais, le grand écart facial. Les deux mouvements que je vous conseille à faire pour commencer sont le horse stance, du coup la position du cheval. J'en ai déjà parlé aussi quelques fois sur ma chaîne. Du coup, ça va être intéressant. Thomas Kurtz lui dit qu'il faut tenir entre 2 minutes et 5 minutes dans cette position pour bien débloquer les adducteurs et débloquer le grand écart facial. Du coup, ça c'est un étirement et qui mélange du coup, c'est un étirement progressif chargé qui mélange force et souplesse, très intéressant à faire. Ce que je vous conseille aussi, c'est de faire le papillon lesté. Du coup, faites le papillon traditionnel, mais vous rajoutez des poids. Pour les deux exercices, je vous conseille de faire 3, 4 séries d'une dizaine de répétitions. Le horse stance, vous pouvez le faire de manière active aussi. Vous pouvez aussi le faire de manière passive, comme je l'ai dit, pour arriver à tenir entre 2 et 5 minutes. Vous pouvez commencer peut-être par 4 séries de 15 secondes, puis vous augmentez progressivement les secondes, pas les séries. Du coup, ça peut être aussi quelque chose d'intéressant à faire. Concernant le grand écart latéral, là ce que je vous conseille à faire pour commencer sont les Jefferson Curl, parce que ça va vous donner beaucoup de mobilité au niveau de la chaîne postérieure de vos jambes. Là aussi, 4 séries d'une dizaine de répétitions, c'est parfait. Une minute de repos entre les différentes séries. Et ce que je vous conseille aussi, un deuxième exercice aussi pour commencer à travailler vos grands écarts, c'est d'apprendre à faire le diagonal squat, parce qu'il va pas mal étirer vos fléchisseurs de la hanche, ce que vous avez besoin si vous voulez faire un grand écart latéral,
Et en plus de ça, ben, ça va travailler d'autres choses comme la souplesse de votre dos. Du coup, c'est de bons étirements. Et par la suite, une fois que vous progressez bien, vous pouvez rajouter des exercices spécifiques. Ça marche? Du coup, voilà. La troisième question, c'était du coup, quels sont les mouvements par lesquels il faut commencer si on s'intéresse au mouvement de manière générale? Alors, moi, il y a quelque chose que je répète souvent sur ma chaîne, c'est qu'il y a 3 mouvements de base qui sont à faire tous les jours. C'est le full squat, rester en squat complet, parce que c'est la position naturelle de repos de l'humain. Ça nous permet de gagner en mobilité au niveau des chevilles, des genoux, des hanches, du dos. C'est aussi très bien pour la digestion. Ça permet aussi à votre corps de travailler en compression et de retrouver une amplitude maximale. Du coup, ça, c'est très intéressant. Un mouvement à faire tous les jours. Un autre mouvement à faire tous les jours, c'est simplement s'accrocher à une barre. Vous avez notamment parlé du docteur Kirsch, qui était un chirurgien spécialisé dans les épaules aux États-Unis et qui avait découvert que beaucoup de pathologies au niveau des épaules pouvaient être empêchées simplement si les personnes s'accrochaient à une barre 7 minutes par jour et qu'on pouvait totalement rechanger la structure de l'épaule en fait. C'est du coup, il a écrit un livre à ce sujet qui est très intéressant, mais du coup au moins s'accrocher 7 minutes par jour tous les jours, bien sûr tout au long de la journée, c'est quelque chose de très important pour vos épaules, mais aussi pour décompresser tout votre corps. On a la compression d'une part avec le full squat, la décompression avec le travail du coup on s'accroche à une barre. Et ce que je vous conseille aussi, c'est de faire des vagues avec votre dos, les spinal waves. C'est Ido Portal qui a beaucoup montré ce mouvement, du coup il est devenu un peu populaire. Et c'est aussi un exercice basique parce que tous les jours, comme je le répétais souvent, on utilise notre dos finalement comme une barre en fer, quelque chose qui est statique, qui ne peut pas bouger. Et du coup ça va forcer à recréer les bonnes connexions avec votre cerveau et à retrouver de la mobilité tout au long de votre dos. Du coup, c'est des mouvements basiques à faire tous les jours. Du coup, déjà de commencer par ça, c'est important. En plus de ça, ce que je vous conseille, c'est de créer de la mobilité et de la force au niveau de toutes vos articulations. Par exemple, si vous souhaitez travailler vos hanches, ce que je vous conseille, c'est notamment de travailler en force et en mobilité au niveau de la flexion des hanches, au niveau de l'extension, de la rotation interne et de la rotation externe. J'ai déjà montré des exercices à ce sujet. Comme je l'ai dit, tous ces sujets, je les ai déjà abordés dans plein d'autres vidéos. Du coup, vous pouvez chercher sur YouTube. Vous pouvez aussi taper sur YouTube, je sais pas, par exemple, étirement, rotation interne des hanches. Tapez plutôt ça en anglais parce que vous allez avoir plus de résultats. Mais du coup, voilà. Pareil, par exemple, si on s'intéresse aux épaules, ça va être notamment de travailler en force et en souplesse la flexion des épaules. Du coup, ce que vous pouvez faire, c'est simplement avoir une barre ou des poids et vous vous allongez et vous essayez d'aller le plus possible en arrière avec ces poids. Du coup, ça va forcer vos bras à aller en arrière. Mais vu que vous devez aussi stabiliser le mouvement avec les poids, vous allez non seulement travailler la force et la souplesse. Du coup, c'est aussi quelque chose à faire. Flexion des épaules, aller dans l'autre sens, l'extension des épaules. Là aussi, ce que vous pouvez faire, c'est que vous vous mettez comme ça, vous prenez une barre avec des poids et vous essayez d'aller le plus loin possible en arrière. Du coup, c'est des mouvements que vous pouvez faire. Hop, je vais juste reprendre la fiche. Voilà. C'est des mouvements importants qu'il faut faire et du coup, vous devez simplement vous poser les questions suivantes. Mes hanches, qu'est-ce qu'elles devraient être capables de faire? Les mouvements de base des hanches, c'est comme je le dis, flexion, extension, rotation interne, rotation externe. Du coup, travailler ces mouvements-là. Si on parle des épaules, des mouvements de base, ça va être par exemple flexion-extension. Du coup, c'est simple, vous allez par exemple sur Google, vous regardez, tiens, quelles sont les fonctions de tel ou tel muscle et vous trouvez les exercices adéquats, tout simplement. Du coup, ça c'est aussi quelque chose à faire. Et troisièmement, si maintenant on s'intéresse vraiment à l'acquisition de nouveaux mouvements, il y a pas mal de mouvements de base. J'ai fait une petite liste pour être sûr de ne pas en oublier. Du coup, on a déjà le muscle-up aux anneaux. Parce que si vous êtes capable de faire des muscle-up, ça veut dire que vous êtes capable de faire des tractions, des dips, que vous avez suffisamment d'extension d'épaule pour aller au-dessus des anneaux. Du coup, ça veut dire que vous avez de la force et de la mobilité. Du coup, ça, c'est déjà très intéressant. Ça va être les muscle-up. Ça va être le grand pont, exercice de base, qui va demander de la mobilité au niveau du dos, mais également au niveau des épaules. Et non seulement ça demande de la mobilité, mais aussi de la force, parce que ça demande la force de pouvoir tenir ce mouvement. Et ça va vous ouvrir plein de différentes portes. De la même manière que le muscle-up, ça va vous ouvrir plein de différentes portes au niveau du travail du haut du corps et au niveau du travail
sur les anneaux, sur les barres, ce genre de choses. Et il n'y a rien de mieux que les anneaux pour construire un haut du corps qui est fort. Le grand pont, pareil, ça va vous ouvrir énormément de portes parce que ça permet de faire les liaisons entre le monde où vous êtes debout et le monde où vous êtes au sol, parce que vous allez pouvoir être capable par la suite d'aller en souplesse arrière. Mais ça va débloquer tout cet espace arrière auquel vous n'avez pas accès là maintenant. Du coup, c'est très intéressant. Aussi, par rapport au grand pont, on aura le petit pont. Du coup, le petit pont, c'est un pont qu'on commence en full squat. Ça, c'est bien vu que ça va vous permettre de débloquer plein de mouvements d'improvisation que vous allez pouvoir faire au sol. Du coup, c'est aussi très intéressant. Il est plus dur que le grand pont. Du moins, c'était le cas pour moi et c'est le cas aussi pour beaucoup de gens. Néanmoins, il y a toujours des personnes pour qui le grand pont est plus dur. Mais généralement, le petit pont est plus dur que le grand pont. Là aussi, un mouvement porte, c'est-à-dire qu'il vous ouvre des portes, contrairement à un mouvement fenêtre, c'est-à-dire qu'il vous ouvre que des fenêtres. Aussi, ce qui est intéressant, ça va être tout ce qui est QDR simplifié, ou de manière générale, tous les équilibres que vous pouvez faire sur vos coudes. Parce que ça va être très intéressant pour faire plein de transitions entre différents mouvements, et ça va vous permettre d'avoir suffisamment de force au niveau des bras pour faire justement des liaisons où vous êtes debout pour de nouveau aller en bas. Du coup, soit les QDR simplifiés, que ce soit les planches modifiées avec les coudes au niveau des abdos, ce genre de choses, et ben c'est des mouvements qui sont vraiment intéressants et qui vont débloquer plein de choses et qui vont beaucoup améliorer votre manière de bouger de manière globale en fait. Désolé pour la répétition. Du coup, il y a ça. Le CC squats aussi, exercice très important. Gagner de la force au niveau des jambes, gagner aussi de la mobilité. On va créer de nouvelles contraintes au niveau des genoux, ce qui va vous ouvrir plein de différentes portes. Ça va aussi vous permettre de pouvoir passer en souplesse arrière et justement d'améliorer cette liaison que vous avez, c'est-à-dire la liaison entre je suis debout et je vais au sol. Aussi, c'est quelque chose d'intéressant. Je dirais aussi les pistol squats, exercice de base pour les jambes. On travaille rarement avec les deux jambes en même temps ou avec les deux bras en même temps. Et du coup, c'est bien d'avoir suffisamment de force dans une seule jambe pour être capable de faire 5-10 répétitions en faisant un squat seulement sur une jambe. Ça demande de la force, mais ça demande aussi pas mal d'équilibre et suffisamment de mobilité au niveau des chevilles, des genoux et des hanches. Et du coup, là aussi, ça va vous ouvrir plein de portes si vous savez faire ce genre de mouvement. Le dernier mouvement de base que je vous conseille, c'est le lézard, le rampement du lézard, parce que la plupart des gens ne savent pas ramper au sol. Et ce qui est bien avec le rampement du lézard, c'est que non seulement ça demande de la force au niveau des bras, et on va souvent travailler du coup de manière unilatérale, du coup ça c'est important, et ça va demander aussi pas mal de mobilité au niveau des épaules, au niveau des pectoraux, aussi au niveau des coudes. Pardon. Et du coup, ça va être aussi très intéressant. Ça va vous demander de coordonner le haut de votre corps par rapport au bas de votre corps, parce que les mouvements de jambes devront être coordonnés pile par rapport aux mouvements que vous allez faire avec vos bras. Et là aussi, savoir ramper au sol, ça va vous ouvrir tout l'espace au sol, notamment avec le petit pont, les transitions que vous savez faire maintenant grâce à votre travail d'équilibre sur les coudes. Et du coup, il y a tout un univers qui va être accessible et ça va améliorer votre manière de bouger, tout simplement. Du coup, voilà un peu de manière globale les mouvements de base que vous devez apprendre pour pouvoir être capable de bien bouger et d'avoir finalement plus d'outils à disposition pour utiliser l'espace et faire différentes choses avec votre corps. Voilà. Bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions et si vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me mettre toutes vos questions dans les commentaires. Je réponds à tout le monde comme d'habitude. Et voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me mettre un j'aime. Et si vous voulez un programme qui prend en compte ce que j'ai dit, qui parle justement de mobilité au niveau des hanches, au niveau des épaules, qui parle de force, de souplesse, qui vous fait justement travailler les mouvements de base, n'hésitez pas à aller sur mon site, c'est le premier lien que vous allez trouver dans la description, comme d'habitude. Et voilà, en attendant, passez une bonne journée. Bye.